La salle où l'avenir commercial du Canada se décidait cette semaine ne ressemblait pas à une salle de crise. Il y avait pas de sirène, pas de séance d'urgence, seulement un Premier ministre arrivant sur la colline du Parlement à mercredi matin, le 22 avril 2026, s'arrêtant devant l'entrée pour répondre à une mêlée de journalistes, puis en moins de 90 secondes de franchise improvisée, redéfinissant les termes de la relation économique la plus importante de la planète. Mark Carney s'est fait poser une question simple. Le Canada allait-il faire d'autres concessions aux États-Unis seulement pour arriver à la table de négociation? Sa réponse a tenu en une seule syllabe. Non. Pas « nous allons évaluer la situation ». Pas « nous sommes toujours ouverts à un dialogue productif ». Non. Et ce mot résonne maintenant d'Ottawa à Washington, jusque sur les parquets financiers qui suivent chaque variation de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Parce que ce n'était pas seulement une réponse, c'était une déclaration. Voici ce qu'il faut comprendre avant d'aller plus loin. Les États-Unis et le Canada ne sont pas dans un différend commercial normal. Un différend commercial normal implique deux parties qui ne s'entendent pas sur un taux de tarif précis, qui marchandent sur un secteur, qui échangent des concessions jusqu'à trouver un chiffre avec lequel les deux peuvent vivre. C'est pas ce qui se passe ici. Ce qui se joue en ce moment, c'est une renégociation fondamentale de la question de savoir qui détient le pouvoir dans une relation qui fait traverser la frontière à 2,5 milliards de dollars de biens et de services chaque jour. Et pendant plus d'un an, un camp a imposé, exigé et escaladé, tandis que l'autre était censé absorber tout cela en silence, puis demander poliment la permission de revenir dans la pièce. Cette époque s'est terminée cette semaine. Apparemment, dans l'école trumpienne de la diplomatie commerciale, la facture arrive avant la réunion, et la poignée de main n'est disponible qu'après le paiement. Et si vous pensez que c'est qu'un théâtre politique entre Ottawa et Washington, vous n'avez pas regardé d'assez près. Parce que, au cœur de cette confrontation se trouve une question qui déterminera le montant de votre facture de chauffage l'hiver prochain. Si l'usine automobile de votre ville fonctionnera sur 2 quarts ou sur un seul, et si l'architecture commerciale qui a soutenu la prospérité nord-américaine pendant 3 décennies survivra aux 12 prochains mois sous une forme encore reconnaissable. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un à qui vous devriez penser en ce moment. Elle s'appelle Marie-Claire. Elle travaille dans une usine de fabrication d'aluminium près de Saguenay, au Québec. Elle travaille sur la même ligne depuis 11 ans. Elle gagne environ 52 000 $ par année. Elle a une hypothèque et 2 enfants. Son usine fabrique des produits d'aluminium qui alimentent directement les chaînes d'approvisionnement manufacturières américaines, des composants aérospatiaux, des pièces automobiles, des emballages. Elle n'a pas voté sur les tarifs, elle n'a pas négocié la CEUM, l'accord Canada, États-Unis-Mexique, elle ne suit pas les mêlées de presse quotidiennes devant la colline du Parlement. Mais chaque mot prononcé à Washington et à Ottawa, cette semaine, tombe directement sur sa paie. Marie-Claire est la personne dont cette histoire parle réellement. Retenez son nom. Nous savons ce qui se passe à ce niveau parce que les preuves ne sont plus théoriques, elles sont documentées, elles se trouvent dans les rapports trimestriels de production de Statistique Canada, elles se trouvent dans les modélisations du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario, elles se trouvent dans l'évaluation du service de recherche du Congrès publié en mars. Elle se trouve dans le reportage de Radio-Canada, confirmé par 4 sources gouvernementales distinctes, selon lequel l'administration Trump exige ce que des responsables appellent un droit d'entrée, une série de concessions préalables du Canada, avant même que les discussions officielles de révision de la CEM puissent commencer. La demande n'a rien de subtil. Avant que le Canada obtienne une place à la table, le Canada doit abandonner quelque chose. Les alcools doivent retourner sur les tablettes. La taxe sur les services numériques doit être réglée. Les préférences d'approvisionnement achetées canadiens doivent être reculées. Données d'abord, négociées ensuite. Voilà la structure de la demande. Rien ne dit mieux, négociation équitable, que d'exiger que l'autre pays vide ses poches avant même d'avoir le droit de s'asseoir. Très élégant, très digne d'un homme d'État, très Trump,
Et c'est ici que la réponse de Carney devient non seulement politiquement importante, mais historiquement importante, parce que le Canada s'est déjà retrouvé exactement dans cette position. Et auparavant, le Canada a donné. Le pays a retiré ses contre-tarifs. Il a suspendu la taxe sur les services numériques, il a plié, et qu'est-ce que cette souplesse a produit? Davantage d'exigences. Le droit d'entrée a augmenté, les tarifs n'ont pas baissé, les droits sectoriels sur l'acier, l'aluminium, les automobiles et les produits forestiers n'ont pas été élevés. Le schéma est maintenant documenté. La concession invite l'escalade, pas la réciprocité. C'est pas un argument politique, c'est le bilan des 14 derniers mois. Imaginez le moment où Carney a fait ce calcul. Pas la mêlée de presse devant le Parlement, mais le moment précédent, le moment privé. Quelque part entre la publication du reportage de Radio-Canada et la mêlée du mercredi matin, une décision a été prise, pas par comité, pas dans un communiqué, mais par un homme qui a passé sa carrière à lire les marchés, qui comprend le levier, comme la plupart des politiciens comprennent les sondages, et qui a conclu que la voie qui ressemblait à de la coopération était en réalité la voie de la reddition la plus profonde. Il n'a pas dit « nous allons l'examiner », il n'a pas dit « nous avons des domaines d'intérêt mutuel à explorer ». Il est sorti dans l'air froid du matin sur la colline du Parlement et il a dit « non ». Une syllabe, pas d'ambiguïté, pas d'adoucissement diplomatique. À quoi pensait-il vraiment à ce moment-là? L'indice psychologique se trouve dans le mot précis qu'il a choisi lorsqu'il a pivoté. Il n'a pas seulement rejeté la demande, il a recadré toute la prémisse. Lorsque le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a qualifié les interdictions provinciales canadiennes sur les alcools et les politiques d'approvisionnement d'irritants commerciaux, Carney n'a pas contesté le choix du mot, il l'a démoli. Il a redirigé toute la conversation avec une question qui tombe comme un verdict. Vous voulez parler d'irritants? Un tarif de 50% sur l'acier et l'aluminium, c'est plus qu'un irritant. À tarif de 25% sur les automobiles, c'est plus qu'un irritant. Les tarifs sur chaque produit forestier qui traverse cette frontière sont plus que des irritants. Ce sont des violations de l'accord commercial que nous avons tous les deux signé. Le mot n'est pas irritant. Le mot est violation. Ce déplacement linguistique compte beaucoup plus qu'il n'y paraît. Dans le commerce international, la distinction entre un irritant et une violation est la différence entre une plainte et une revendication juridique. Les irritants se gèrent en marge. Les violations se confrontent au centre. En insistant sur le mot violation, Carney a placé toute la structure tarifaire de l'article 232, l'acier, l'aluminium, les automobiles et le bois d'œuvre, dans le champ de la révision de la CEUM. Les Américains ont essayé d'ériger un mur autour de ces tarifs sectoriels, de les garder séparés et de les traiter comme des mesures de sécurité nationale intouchables par la négociation commerciale. Le Canada refuse d'accepter ce mur. Le ministre canadien du Commerce, Dominique Leblanc, a été explicite. Le Canada n'acceptera pas une entente ponctuelle sur la CEUM pendant que les industries durement frappées par les tarifs sectoriels seraient abandonnées à une hypothétique négociation future séparée. Les deux voies n'en forment qu'une, c'est la position canadienne, et Carney vient de miser tout son capital politique sur son maintien. Maintenant, regardons les reçus, parce que ce différend n'a rien d'abstrait. Les chiffres s'accumulent depuis plus d'un an et ils ne sont pas tendres. Les producteurs d'aluminium au Canada, ceux qui approvisionnent les usines où Marie-Claire et les travailleurs comme elles se présentent chaque matin, ont vu leur production se contracter pendant 4 trimestres consécutifs. À la fin de 2024, la production canadienne d'aluminium avait chuté de près de 20% par rapport à l'année précédente. 20%. Pas une erreur d'arrondi, pas un creux saisonnier, mais un effondrement structurel causé par un tarif de 50% appliqué à des biens explicitement couverts par un accord commercial que les États-Unis ont aidé à rédiger, signer et célébrer. L'ironie de une alliance de défense et une chaîne d'approvisionnement intégrée depuis 70 ans n'échappe à personne à Ottawa. Et elle ne devrait pas vous échapper non plus. Mais c'est ici que les choses empirent, parce que les dommages ne circulent pas dans une seule direction. Les conséquences en aval de ces tarifs sur l'industrie américaine sont documentées et graves.
Les profits des fabricants américains de produits métalliques ouvrés, les entreprises qui achètent l'acier et l'aluminium canadien comme intrants ont chuté de 30% entre le quatrième trimestre de 2024 et le deuxième trimestre de 2025. 30%, le Peterson Institute a calculé que lorsque la version de 2010 à 8 de ces tarifs a été appliquée, les utilisateurs américains d'acier ont payé 5 milliards 600 millions de dollars de plus pour l'acier en une seule année. La version de 2025 est plus vaste, plus sévère et plus persistante. Les fabricants américains en aval paient la facture. Les consommateurs américains l'absorbent dans les prix. L'idée selon laquelle cette politique punit le Canada pendant que l'économie américaine traverse tout cela, sans dommage, n'est pas seulement fausse. Elle est l'inverse de ce que montrent les preuves. Il faut une forme très particulière d'arithmétique America First pour faire payer davantage les usines américaines, faire payer davantage les consommateurs américains, puis appeler le reçu un tour de victoire. Pensez à Marie-Claire maintenant. La production de son usine est en baisse de près de 20%. Son employeur a retardé des investissements en capital à cause de l'incertitude tarifaire. Un fabricant canadien sur 5 a dit à Statistique Canada qu'il reportait des dépenses en raison des tarifs américains. L'usine n'a pas fermé, pas encore. Mais le deuxième quart a disparu. Les heures supplémentaires se sont asséchées, son hypothèque est fixe, sa facture d'épicerie ne l'est pas. Et la question de savoir si son usine survivra aux 12 prochains mois dépend entièrement de la résolution ou non d'un cadre commercial avant l'échéance de la SUEM du 1er juillet, que ni l'un ni l'autre des deux camps ne s'attend maintenant à respecter. Voici le troisième reçu. Le secteur manufacturier au Canada a perdu 50 et 1 800 emplois au cours des 12 mois se terminant en février 2026. 50 et 1 800 postes. Ce n'est pas une projection. C'est l'enquête sur la population active de Statistique Canada. L'essentiel de ces pertes s'est concentré en Ontario, dans le corridor de l'automobile et des métaux qui s'étend de Windsor à Hamilton. Le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario a projeté qu'en 2026. Donc maintenant, cette année, le secteur ontarien des métaux primaires verrait son produit intérieur brut réel reculer de 10 à 8% par rapport au scénario sans tarif. L'industrie automobile reculerait de 12%. Ce ne sont pas des chiffres provenant d'un groupe de pression. Ils viennent d'un chien de garde budgétaire provincial non partisan. Et le quatrième reçu est celui que tout le monde à Washington devrait lire beaucoup plus attentivement. La réponse du Canada à tout cela n'a pas été la capitulation. Elle a été la diversification. Les exportations annuelles d'énergie vers des pays autres que les États-Unis ont augmenté de 22% en 2025, atteignant 28 milliards 800 millions de dollars. Les exportations canadiennes d'aluminium vers les Pays-Bas et l'Italie sont passées de 738 millions de dollars à 2 milliards 100 millions de dollars en une seule année. Le Canada ne tient pas seulement bon sur le plan rhétorique. Le Canada recable son architecture commerciale en temps réel. Chaque mois où ces tarifs persistent, le Canada bâtit de nouvelles relations de marché qui n'exigent pas l'approbation américaine. Le levier que les États-Unis supposent détenir sur le Canada s'érode un peu plus chaque trimestre. L'erreur de Trump est de croire que la dépendance est permanente. La réponse du Canada démontre discrètement que même un très gros client peut devenir une habitude très coûteuse. Voici ce que tous les autres médias manquent. Et je veux que vous restiez avec moi ici, parce que c'est la partie qui change la façon dont vous lisez tout le reste de cette histoire. La demande de droit d'entrée, l'insistance pour que le Canada fasse des concessions préalables avant que les discussions officielles sur la SUEM puissent commencer, ne porte pas réellement sur les alcools, les produits laitiers ou les services numériques. Ce sont les demandes de surface. Ce qui est réellement mis à l'épreuve, c'est un principe procédural. Si le Canada accepte de faire des concessions avant le début de la négociation, il accepte la prémisse selon laquelle les États-Unis ont le droit de fixer la ligne de départ. Il établit le précédent, voulant qu'un camp arrive à la table après avoir déjà payé, tandis que l'autre arrive à la table avec toutes ses demandes intactes. Une fois ce précédent établi, il ne disparaît pas à la fin de cette négociation. Il devient l'architecture de chaque négociation future, de chaque révision future, de chaque moment futur où Washington veut quelque chose et où Ottawa doit décider si la résistance est possible.
Permettez-moi de traduire cela en langage clair. Le droit d'entrée n'est pas un coût unique. C'est un poste de péage qui, une fois construit, ne disparaît jamais. Si le Canada le paie cette fois-ci, le poste sera plus haut la prochaine fois. Le précédent qui s'établit en ce moment ne concerne pas la question de savoir si le whisky américain retourne sur les tablettes de la LCBO. Il concerne la question de savoir si le Canada est un partenaire de négociation souverain ou un État tributaire qui paie l'entrée avant d'être autorisé à parler. C'est à cela que Carney a dit non. C'est pourquoi cette syllabe unique a frappé si fort. Cette question n'est pas rhétorique. C'est la charnière sur laquelle tout le reste pivote. Ce que vous allez comprendre maintenant est quelque chose qui n'a pas été correctement expliqué dans la couverture médiatique dominante de cette histoire. La logique stratégique précise qui rend la position de Carney non seulement fondée sur des principes, mais aussi optimale du point de vue de la théorie des jeux. Et pour le voir, il faut comprendre quel type de négociateur Donald Trump est réellement, dans quel contexte cette approche est conçue pour fonctionner, et exactement pourquoi le Canada est le mauvais adversaire au mauvais moment de l'histoire nord-américaine. La doctrine de négociation de Trump est documentée à travers 30 ans de transactions immobilières, d'accords de licence et de confrontations géopolitiques. La structure est constante. Établir une position d'ouverture extrême, créer de l'urgence et de la pression, exiger des préconcessions pour prouver que l'autre partie est sérieuse. Puis, négocier à partir d'une position où votre point de départ est déjà au-dessus de l'endroit où vous voulez finir. C'est une doctrine conçue pour des relations asymétriques, des relations où une partie a davantage besoin de l'entente que l'autre, où le coup de partir est fatal pour un seul camp, où la partie la plus faible ne peut pas absorber une impasse prolongée. En langage clair, cela signifie que la méthode Trump fonctionne avec des interlocuteurs qui ne peuvent pas se permettre de dire non. Et c'est précisément là que le manuel se heurte à la réalité lorsqu'il est appliqué au Canada. Parce que le Canada n'est pas une partie qui ne peut pas se permettre de dire non. Les États-Unis importent 64% de leur pétrole brut du Canada. 64%. Le Canada est le plus grand fournisseur d'importations énergétiques des États-Unis. La chaîne d'approvisionnement automobile intégrée, dans laquelle les pièces traversent la frontière 6 ou 7 fois avant qu'un véhicule soit terminé, ne peut pas être défaite rapidement. Elle ne peut pas être remplacée par une production nationale dans un délai politiquement significatif. Les États-Unis dépendent des minéraux critiques canadiens, de l'énergie canadienne et des intrants manufacturiers canadiens d'une façon qui rend la doctrine classique de pression et de capitulation structurellement mal adaptée à cette relation bilatérale. En langage clair, cela signifie que la carte du levier dans cette relation ne ressemble pas à ce que laisse entendre la posture publique de l'administration Trump. Et Carney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, l'homme qui a passé sa carrière à comprendre comment fonctionnent réellement les systèmes d'interdépendance, connaît cette carte par cœur. Le génie de Trump, encore une fois, c'est de découvrir qu'une frontière peut être un mur dans les discours et une chaîne d'approvisionnement dans la vraie vie. La réalité a vraiment un sens du timing très dérangeant. Remarquez ce que le Canada n'a pas fait. Lorsque la demande de droit d'entrée a fuité dans le reportage de Radio-Canada, le Canada n'a pas immédiatement convoqué une réunion d'urgence du COCU. Il n'a pas publié de protestation diplomatique officielle. Il n'a pas organisé de conférence de presse pour dénoncer les Américains. Ce que Carney a fait, c'est sortir d'un bâtiment un mercredi matin et dire non à la question d'un journaliste. Cette retenue est en soi un signal. Elle dit « Nous ne paniquons pas. Nous ne sommes pas désespérés. Nous avons lu la carte du levier. Nous savons ce que nous avons et nous sommes prêts à attendre. » L'analogie historique qui s'applique ici n'est pas un différend commercial. Ce sont les négociations de libre-échange de 1987, lorsque le Canada a complètement quitté la table après que les Américains eurent refusé d'accepter un mécanisme contraignant de règlement des différends. Le négociateur en chef du Canada à l'époque, Simon Reisman, a quitté Washington, est monté dans un avion, est rentré chez lui, et les Américains sont revenus avec un mécanisme de règlement des différends dans l'accord. La doctrine que Carney applique en ce moment a un précédent
historique canadien, le refus fondé sur des principes produit des résultats que l'accommodement stratégique ne produit pas, c'est la doctrine Reisman. Et elle est vivante à Ottawa aujourd'hui. 3 experts observent cette situation se dérouler et leur consensus est frappant. David McNaughton, ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis, a déclaré cette semaine que l'approche de Carney reflète une compréhension du fait que la pire chose que le Canada puisse faire est de négocier contre lui-même. Vous donnez aux Américains ce qu'ils veulent avant de vous asseoir, et vous avez déjà perdu la négociation avant même qu'elle commence. C'est pas une concession stratégique. C'est une reddition stratégique. Laurence Herman, un avocat canadien chevronné en droit commercial, l'a formulé ainsi. Les tarifs de l'article 232 sont manifestement incompatibles avec la CEUM. Ils sont appliqués pour des motifs de sécurité nationale à un pays qui fait partie de la structure de défense nord-américaine. L'argument juridique selon lequel le Canada a le droit d'insister pour qu'il soit inclus dans la révision du cadre commercial n'est pas une position de négociation. C'est une position juridique. Le Canada ne demande pas une faveur. Le Canada demande que l'accord veuille dire ce qu'il dit. Dan Suriak, ancien économiste en chef adjoint à Affaires mondiales Canada, a souligné que les données de diversification des exportations canadiennes changent maintenant le calcul du risque. Chaque nouveau marché que le Canada construit pour son aluminium, son énergie et ses produits forestiers réduit légèrement le levier que les États-Unis pensaient détenir grâce à la dépendance au marché américain. Les Américains négocient avec une cible qui devient lentement moins dépendante du résultat. Et lorsque d'anciens conseillers de commissaires américains au commerce, d'anciens ambassadeurs canadiens et des avocats commerciaux convergent tous vers la même conclusion structurelle, à savoir que l'approche américaine actuelle repose sur une hypothèse de dépendance canadienne, que les preuves ne soutiennent plus, il faut y prêter attention. Pour être juste, il existe ici un vrai contre-argument et il mérite mieux qu'un homme de paille. Le meilleur argument en faveur de concessions canadiennes avant la négociation est le suivant. 73% des exportations de biens du Canada vont vers les États-Unis. C'est pas une relation que l'on peut restructurer en un an. L'augmentation de 22% des exportations d'énergie non destinées aux États-Unis est significative, mais elle touche à peine le volume qui continue de se diriger vers le sud. Le corridor manufacturier de l'Ontario, les usines automobiles, les aciéries et les fournisseurs de pièces est si profondément intégré à la production américaine qu'il n'existe aucune solution de rechange viable à court terme. Une impasse prolongée ne fait pas mal aux deux camps de manière égale. L'économie canadienne est beaucoup plus exposée aux perturbations que l'économie américaine. Et chaque mois, sans résolution cadre, est un mois de retard d'investissement, d'incertitude dans les usines et de travailleurs comme Marie-Claire qui se demandent si leur usine survivra à la révision. Ce ne sont pas des objections de mauvaise foi. Ce sont des réalités structurelles. Le retour à la position de Carney, toutefois, n'est pas une opinion. C'est un argument de processus. La question n'est pas de savoir si le Canada est exposé. Le Canada est exposé. La question est de savoir si faire des concessions préalables réduit cette exposition. Et les preuves des 14 derniers mois montrent que non. Le Canada a fait des concessions. Le Canada a retiré ses contre-tarifs en septembre 2025. Le Canada a traité la taxe sur les services numériques. Le Canada a plié. Le tarif sur l'acier est resté à 50%. Le tarif sur l'aluminium est resté. Le tarif sur l'automobile est resté. Les concessions n'ont pas produit de mouvement réciproque, elles ont produit davantage d'exigences. La logique structurelle de la position de Carney n'est pas de l'idéalisme, c'est une conclusion tirée de résultats empiriques. Autrement dit, le Canada a essayé les bonnes manières. Washington les a confondus avec de la faiblesse. Il y a une différence, même si certaines personnes en casquette rouge continuent de l'égarer. Voici comment cela se répercute dans les 90 prochains jours pour les gens qui ne sont pas analystes commerciaux, qui ne sont pas politiciens et qui ne regardent pas les mêlées de presse de la colline du Parlement. Le premier niveau est personnel et immédiat. Si vous travaillez dans le secteur manufacturier en Ontario, au Québec ou en Colombie-Britannique, ou si quelqu'un dans votre foyer y travaille, les 3 à 6 prochains mois sont la fenêtre qui déterminera le portrait de l'emploi à l'approche de l'automne.
Statistique Canada rapporte que le secteur manufacturier a perdu près de 52 000 emplois au cours des 12 derniers mois. Le rythme des pertes ne s'accélère pas, mais il ne s'inverse pas non plus. Une résolution cadre qui inclurait un véritable recul des tarifs pourrait déclencher des décisions d'investissement qui avaient été reportées. Des dépenses en capital qui étaient gelées pourraient être dégelées. Des quarts qui avaient été coupés pourraient revenir. À l'inverse, une impasse prolongée signifie que le calcul du report des investissements s'aggrave. Plus l'incertitude dure, plus les ajustements structurels que font les fabricants sont profonds, et les ajustements structurels dans le secteur manufacturier ne sont pas facilement réversibles. L'usine de Marie-Claire a survécu à la première année de cette situation, mais la deuxième année est celle où les usines commencent à prendre des décisions permanentes. Les machines qui ne sont pas entretenues, le projet d'expansion qui est annulé définitivement au lieu d'être reporté, la main-d'œuvre qui vieillit sans nouvelle embauche, la deuxième année d'une perturbation commerciale est le moment où le temporaire devient structurel, et nous sommes dans la deuxième année. Le deuxième niveau est politique. Carney a remporté une élection fédérale grâce à la force d'un message selon lequel le Canada ne se laisserait pas bousculer, tiendrait bon et négocierait à partir de sa souveraineté plutôt qu'à partir de la peur. Ce mandat est maintenant mis en œuvre en temps réel. Le risque politique n'est pas qu'il tienne la ligne. Le risque politique est que tenir la ligne produise une impasse prolongée que l'économie canadienne absorberait d'une manière visible pour les électeurs avant qu'une résolution ne se matérialise. L'échéance de la CEM du 1er juillet est maintenant reconnue publiquement par les deux camps comme irréaliste pour une révision complète. Cela donne à Carney un espace politique pour prolonger le calendrier. Mais l'exposition économique s'aggrave à chaque trimestre sans résolution. La fenêtre politique pour tenir bon se rétrécit à mesure que les coûts économiques montent. Le troisième niveau est systémique et c'est celui qui survivra aux carrières politiques de ces deux hommes. Ce qui s'établit dans ce différend, c'est un précédent sur la manière dont les États-Unis utilisent les accords commerciaux avec leurs partenaires les plus proches. Si un pays qui a aidé à rédiger la CEM, aidé à ratifier la CEM et respecter le cadre de la CEM pendant des décennies, peut voir des tarifs de 50% appliqués à ces secteurs d'exportation essentiels pour des motifs de sécurité nationale, puis se faire demander des préconcessions simplement pour discuter de la possibilité que ces tarifs finissent peu, être par baissé. Alors l'architecture des accords commerciaux contraignants est fondamentalement affaiblie. Pas seulement pour le Canada, pour chaque pays qui a bâti sa stratégie économique sur la durabilité des cadres commerciaux fondés sur des règles, le précédent qui s'établit ici résonne bien au-delà de l'Amérique du Nord. Ce que le Canada fera dans les prochains mois est observé à Bruxelles, à Tokyo, à Canberra, dans chaque capitale qui possède un accord commercial important avec les États-Unis et qui recalcule maintenant ce que cet accord garantit réellement. Clé